Au lieu de cela, j'ai souri, j'ai levé mon propre verre et j'ai mis en mouvement quelque chose qui transformerait leur minuit parfait en un cauchemar qu'ils rejoueraient pour le reste de leur jour. Laissez-moi revenir en arrière. 5 jours avant le réveillon du Nouvel An, j'ai trouvé un document de transfert de propriété dans la mallette de mon mari. Antoine l'avait laissé sur le plan de travail de la cuisine en sortant précipitamment pour son jogging matinal. Et je ne faisais que le déplacer pour faire de la place pour mon café. Le dossier a glissé, les papiers se sont éparpillés, et c'était là, notre appartement, l'haussmannien de Saint-Germain-des-Prés que nous avions rénové ensemble, en cours de transfert vers une société écran dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains sont devenues glacées. Antoine était associé dans un fonds d'investissement privé à la Défense. Il gérait des sociétés et des holdings tout le temps, mais jamais avec nos actifs personnels. Jamais sans m'en parler. J'ai pris des photos de tout avec des doigts tremblants, j'ai remis les papiers en place et j'ai appelé la seule personne qui, je le savais, me dirait la vérité sans l'enrober de sucre. Chloé Leroy a répondu à la 2e sonnerie. Clara, il est 7 heures du matin. J'espère que c'est important. Il cache des actifs, ai-je dit. J'ai trouvé des documents de transfert. Antoine déplace notre appartement vers une entreprise inconnue. La ligne est devenue silencieuse. Chloé et moi avions été colocataires à la Sorbonne il y a 15 ans. Elle avait fait son droit tandis que j'avais poursuivi l'histoire de l'art. Maintenant, elle était associée dans l'un des meilleurs cabinets de droit de la famille de la capitale et je dirigeais des expositions à la Galerie des Vosges. Nous étions restés proches à travers tout, y compris mon mariage avec Antoine il y a 6 ans. Envoie-moi les photos, a-t-elle dit sur un ton purement professionnel. Ne l'affronte pas. Ne lui laisse pas savoir que tu sais. Peux-tu venir à mon bureau aujourd'hui? Je l'ai retrouvé à midi. Son bureau d'angle offrait une vue sur la Seine où les vagues grises de décembre se heurtaient au quai. Elle avait étalé les photos sur son bureau ainsi que plusieurs autres documents qu'elle avait récupérés au cours des 3 heures écoulées depuis mon appel. Clara, quand as-tu vérifié ton dossier de crédit pour la dernière fois? Je ne sais pas, il y a 1 an peut-être. Pourquoi? Elle a tourné son ordinateur portable vers moi. Parce que ton mari a déposé une demande de divorce au Luxembourg il y a 2 mois. La pièce a vacillé. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Je n'étais même pas au courant. Il a imité ta signature. La voix de Chloé était douce mais ferme. J'ai récupéré le dossier. La signature ne correspond pas à ton écriture. Je l'ai déjà envoyée à une experte en documents médico-légaux avec qui je travaille. Elle pourra avoir une analyse préliminaire d'ici demain. J'ai fixé l'écran. Il y avait mon nom, ma prétendue signature, acceptant de dissoudre un mariage que je pensais solide. Nous avions eu des problèmes, bien sûr. Antoine travaillait énormément. Nous nous étions éloignés, mais un divorce sans même me le dire. Il y a plus, a dit Chloé. La société de gestion appartient à une certaine Léa Morel. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? C'était le cas. Léa était une analyste de 24 ans dans le cabinet d'Antoine. Elle avait rejoint l'entreprise il y a 2 ans, fraîchement diplômée de HC. Je l'avais rencontrée lors d'événements d'entreprise. Elle était ambitieuse, vive, toujours parfaitement apprêtée. Antoine avait mentionné son nom quelques fois, toujours dans un contexte professionnel. « Oh mon Dieu !» ai-je chuchoté. Chloé a hoché la tête. « Je suis désolée, mais voici ce que nous allons faire. Tu vas agir normalement, complètement normalement. Tu as dit qu'Antoine organisait ce dîner du réveillon au Ciel de Paris. Il a invité 8 autres couples, des amis et des clients. Le restaurant panoramique était le favori d'Antoine. Rien que des baies vitrées du sol au plafond et une vue sur la tour Eiffel qui coûtait 400 € par assiette. Parfait. Tu vas y aller. Tu vas sourire et jouer l'épouse idéale. Et je serai là aussi, à une table différente avec mon mari. Tu ne me feras aucun signe. Quand minuit arrivera, quoi qu'il arrive, tu vas enregistrer. Tout. Pourquoi? Parce que s'il est assez audacieux pour falsifier des papiers de divorce, il est assez audacieux pour faire quelque chose de stupide en public. Et quand il le fera,
Nous l'enterrerons avec ça. Les 3 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. J'ai erré dans notre maison comme un fantôme, regardant Antoine se préparer pour sa course, m'embrasser sur la joue avant le travail, prendre des nouvelles de ma journée pendant le dîner. Il était si normal, si convaincant. Depuis combien de temps s'exerçait-il à cette performance? Le 29 décembre, l'experte de Chloé a confirmé ce que nous savions déjà. La signature était un faux. Elle engagerait sa réputation professionnelle là-dessus devant un tribunal. Le 30 décembre, j'ai fouillé dans ma boîte à bijoux et j'ai découvert que le bracelet en saphir de ma mère avait disparu. Ma mère était morte quand j'avais 16 ans. Ce bracelet était le seul bijou d'elle que j'avais gardé, une délicate chaîne en platine avec de petits saphirs qui accrochaient la lumière comme des larmes. Elle m'avait fait promettre de le donner à ma fille un jour. Je n'avais pas de fille. Maintenant, je n'avais plus le bracelet non plus. J'ai appelé Chloé en essayant de garder ma voix stable. Il a pris le bracelet de ma mère. Es-tu sûre? Je le garde dans une boîte spécifique. Il n'est plus là. Chloé, il lui a donné, n'est-ce pas? Probablement. Ajoute-le à la liste. C'est un vol de biens matrimoniaux au minimum. Le réveillon est arrivé, froid et clair. J'ai passé l'après-midi à la galerie, fixant un soulage que nous venions d'acquérir sans vraiment le voir. Mon assistante m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais juste fatiguée. À 18h, je suis rentrée me préparer. J'ai choisi une robe bleu nuit, simple et élégante. Mon père l'aurait appelée mon armure. Il avait été ébéniste, un homme pratique qui m'avait élevée seule après la mort de ma mère. Il m'avait appris que parfois, il fallait être de l'acier enveloppé de soie. Il était décédé il y a 3 mois. Une crise cardiaque, soudaine et brutale. Antoine avait été d'un grand soutien pendant les obsèques, me tenant la main, s'occupant des arrangements. Planifiait-il déjà cela à ce moment-là? Comptait-il les jours jusqu'à ce que je sois vraiment seule? Antoine est rentré à 19h, déjà dans son smoking après une réunion client. « Tu es magnifique », a-t-il dit en embrassant ma tempe. « Prête pour ce soir ?»« Prête », ai-je dit avec un sourire. Le restaurant était tout ce qu'Antoine aimait. Exclusif, cher, impressionnant. Nous sommes arrivés à 20h. Les autres couples étaient déjà là, regroupés autour du bar avec des cocktails, la ville scintillant sous nos pieds à travers les vitres. Je reconnaissais la plupart d'entre eux, Thomas et Jennifer, des amis d'école d'Antoine. David et Rachel, des clients qui avaient fait fortune dans la tech. D'autres que j'avais rencontrés lors de divers événements au fil des ans. J'ai fait la conversation. J'ai ri aux blagues. J'ai complimenté les robes et posé des questions sur les vacances. Mon téléphone était dans ma pochette, l'application d'enregistrement déjà activée. À 20h30, nous nous sommes assis pour le dîner. C'est là que je l'ai vue. Léa Morel est entrée portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage parfait, et à son poignet, accrochant la lumière des lustres, se trouvait le bracelet en saphir de ma mère. J'ai arrêté de respirer. Antoine s'est levé, souriant, et a tiré la chaise à côté de lui. Pas à côté de moi. À côté de lui. Léa s'est assise comme si elle était à sa place, comme si c'était parfaitement naturel. Tout le monde, a dit Antoine, sa main reposant sur l'épaule de Léa. Je ne pense pas que vous ayez tous rencontré Léa. Elle a été absolument déterminante dans la dernière fusion. Une analyste brillante. Des applaudissements polis, des regards confus vers moi. J'ai gardé mon sourire figé. Le dîner comptait 7 plats. Je n'en ai goûté aucun. J'ai regardé Léa rire aux histoires d'Antoine. J'ai regardé sa main toucher son bras. J'ai regardé mon bracelet capter la lumière chaque fois qu'elle saisissait son verre de vin. À 23h30, le restaurant a tamisé les lumières. Le champagne est apparu à chaque table. Antoine s'est levé et a tapoté son verre juste avant minuit. Je veux dire quelque chose, a-t-il annoncé. Le restaurant s'est tu. Cette année a été transformative pour moi.
J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je veux vraiment, sur le fait d'être honnête au lieu de se cacher derrière le confort et la routine. Mon cœur battait la chamade. J'ai sorti mon téléphone, prétendant vérifier un message, et je l'ai positionné de façon à ce que la caméra ait une vue dégagée sur Antoine. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, je fais un changement. Je prends un nouveau départ. Il s'est penché et a pris la main de Léa. Léa et moi sommes fiancés. Des halètements ont parcouru la salle. Plusieurs personnes m'ont regardé. Léa rayonnait, levant sa main gauche pour montrer un diamant énorme. Antoine m'a regardé alors, son expression presque pitoyable. Clara, je sais que c'est délicat, mais tu savais que cela allait arriver. Tu as signé les papiers en novembre. Tu te souviens. Nous sommes divorcés depuis 6 semaines. Il est temps de passer à autre chose. Le silence était assourdissant. Tout le monde me fixait maintenant, attendant que je pleure, que je hurle, que je fasse une scène. J'ai souri. Ah bon? Antoine a cligné des yeux. Quoi? Est-ce que j'ai signé des papiers? En es-tu bien sûr? Son assurance a vacillé. Clara, ne sois pas mélodramatique. Tu sais que tu l'as fait. Mon avocat te les a envoyés. Tu les as signés et renvoyés. Je me suis levée lentement, posant ma serviette. Ton avocat a envoyé des papiers. Quelqu'un les a signés et renvoyés. Mais Antoine, es-tu absolument certain que ce quelqu'un, c'était moi? De quoi parles-tu? Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. J'ai lancé l'enregistrement que j'avais fait plus tôt avec l'experte de Chloé et j'ai appuyé sur lecture. La voix de la femme a rempli le silence soudain, professionnel et clair. D'après mon analyse de la signature sur les documents de divorce déposés, comparée aux exemplaires authentifiés de l'écriture de Clara Leroy, mon opinion professionnelle est que la signature n'a pas été faite par Clara Leroy. Les points de pression sont mauvais. La formation des lettres est incohérente et il y a de multiples indicateurs de simulation. C'est une contrefaçon. J'ai arrêté l'enregistrement. Alors non, Antoine. Je n'ai pas signé tes papiers, ce qui signifie que nous ne sommes pas divorcés, ce qui signifie que tu viens d'annoncer tes fiançailles avec ta maîtresse alors que tu es toujours marié avec moi. Devant 16 témoins. Le visage d'Antoine s'est vidé de son sang. Le sourire de Léa s'était figé en quelque chose d'horrible. C'est impossible, a dit Antoine. Tu mens. C'est une sorte de fraude. J'ai terminé. Oui, ça l'est. Falsifier la signature de quelqu'un sur des documents juridiques est une fraude. Un crime, en fait. Un mouvement a attiré mon regard. Chloé se levait de sa table 3 rangées plus loin. Elle s'est avancée vers nous. Et je ne l'avais jamais autant aimée qu'à cet instant. Antoine Leroy, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux. Je suis Chloé Leroy, avocate. Je suis ici pour vous signifier plusieurs documents. Premièrement, une ordonnance de protection vous empêchant d'accéder ou de transférer tout actif matrimonial. Deuxièmement, l'avis d'une enquête pour fraude ouverte par le procureur. Troisièmement, la notification que votre employeur a été informé de l'enquête criminelle et mènera son propre audit. Elle lui a remis une pile de papier. Ses mains tremblaient. Puis Chloé s'est tournée vers Léa. Mademoiselle Morel, je dois vous informer que vous portez actuellement un objet volé. Ce bracelet appartient à ma cliente et a été pris au domicile conjugal sans son consentement. La main de Léa a volé vers le bracelet. Antoine me l'a donné. C'est un cadeau. Je n'ai rien volé. Antoine n'avait pas le droit de le donner, ai-je dit, la voix ferme. Ce bracelet était celui de ma mère. La seule chose qu'il me reste d'elle, et tu le portes comme un accessoire de fête. Je ne l'enlève pas, a dit Léa, mais sa voix tremblait. Chloé a sorti son téléphone. Dans ce cas, je vais devoir appeler la police et signaler un vol de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros. Ils pourront régler cela au commissariat. 10 000. Les yeux de Léa se sont agrandis. Antoine a dit que c'était du bijou de fantaisie. Les saphirs sont de Birmanie, ai-je dit, le platine est ancien.
Ma mère l'a acheté en 1985 pour 8 000 €. La valeur actuelle est de 12 000. Donc, oui, c'est une accusation de vol qualifié si tu refuses de le rendre. Les doigts de Léa se sont agités sur le fermoir. Le bracelet est tombé sur la table avec un petit tintement. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Chloé a ramassé le bracelet et me l'a tendu. Le poids de l'objet dans ma paume m'a piqué les yeux, mais j'ai refoulé mes larmes. Le compte à rebours jusqu'à minuit a commencé. 10, 9, 8. Autour de nous, le restaurant était figé. Tout le monde regardait notre table au lieu de la télévision. 3, 2, 1. Bonne année, ai-je dit à Antoine. Son visage était gris. Clara, s'il te plaît. Nous pouvons en parler. J'ai fait une erreur. J'étais confus. Nous pouvons arranger ça. Tu as raison, ai-je dit, nous pouvons arranger ça avec des avocats et des juges et un divorce très public où tout le monde apprendra exactement quel genre d'homme tu es. Je me suis tournée pour partir. Chloé a emboîté le pas à mes côtés. Derrière nous, j'ai entendu Léa sangloter. J'ai entendu quelqu'un demander à Antoine ce qu'il avait bien pu imaginer. J'ai entendu les murmures commencer, les commérages qui feraient le tour de tout Paris dès le matin. Chloé m'a ramenée, non pas à l'appartement que je partageais avec Antoine, mais dans la vieille maison de mon père à l'extérieur de Paris. J'en avais hérité à sa mort, mais je n'avais pas pu me résoudre à la vendre. Maintenant, j'étais reconnaissante. Nous nous sommes assises dans la cuisine où mon père avait l'habitude de préparer le petit déjeuner le dimanche matin. Chloé a fait du thé. J'ai tenu le bracelet de ma mère et j'ai essayé de réaliser ce qui venait de se passer. Le cabinet va le licencier, a dit Chloé. Enquête pour fraude plus ce désastre public. Il est fini. Bien. Léa pourrait aussi faire face à des poursuites. Elle a reçu des biens volés et elle l'a aidé à cacher des actifs. Au minimum, elle perdra son emploi. Bien aussi. Chloé m'a étudié. Est-ce que tu vas bien? Non, ai-je dit honnêtement. Mais j'irai. Les 6 mois suivants ont été brutaux. Antoine a tout essayé, supplications, menaces, offres de règlement. Son avocat était cher. La mienne était meilleure. Chloé m'a mise en contact avec un spécialiste du divorce qui n'avait aucune tolérance pour la fraude. L'experte en écriture a témoigné. Les papiers falsifiés ont été jetés. Le divorce étranger a été annulé. Nous avons tout recommencé en France où j'avais l'avantage du terrain. Le cabinet d'Antoine l'a bien licencié. L'enquête pour fraude a trouvé suffisamment d'irrégularités pour recommander des poursuites. Bien que le procureur ait finalement accepté une mise à l'épreuve et une restitution, sa réputation dans les cercles financiers était détruite. Léa a perdu son emploi elle aussi. Aux dernières nouvelles, elle était retournée vivre chez ses parents avant de trouver un poste dans une structure beaucoup plus petite. Le divorce a été finalisé en juin. J'ai obtenu l'appartement, la moitié des comptes de retraite d'Antoine et une indemnité qui reflétait 6 ans de mariage plus sa fraude. Mon avocate s'est assurée que tout le monde sache pourquoi nous demandions plus que le partage standard. Mais gagner n'a pas eu l'effet que je pensais. Mon père était mort 3 semaines avant que je ne trouve ses papiers de transfert. J'avais été si consumée par le chagrin que j'avais manqué les signes de l'infidélité d'Antoine. J'avais manqué des mois de mensonges. Et pendant la bataille du divorce, alors que j'aurais dû faire le deuil de mon père, j'étais au contraire noyée sous les avocats et les dates d'audience et la dissolution publique de mon mariage. Je n'ai jamais pu pleurer sa perte correctement. Antoine a envoyé un courriel en juillet. Il a dit qu'il comprenait pourquoi je l'avais dénoncé publiquement. Il a dit qu'il acceptait les conséquences. Il a dit qu'il m'aimait toujours, ce qui était la chose la plus insultante de toutes. Je l'ai supprimé sans répondre. En août, je suis retournée à la galerie à plein temps. Je me suis jetée dans le travail en organisant une exposition intitulée Après minuit, présentant des artistes qui avaient créé leurs meilleures œuvres après un traumatisme ou une perte. Elle a ouvert en septembre avec d'excellentes critiques. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage. J'ai commencé une thérapie.
J'ai adopté un chat nommé Soulage qui renversait mon café chaque matin et dormait sur mes pieds chaque nuit. Je portais le bracelet de ma mère au vernissage et aux réunions importantes. Parfois, les gens posaient des questions. Je leur disais que c'était un héritage de quelqu'un qui m'avait appris que les belles choses devaient être protégées avec acharnement. Le soir du réveillon, presque un an après ce dîner au ciel de Paris, Chloé m'a invitée à une célébration tranquille chez elle. Juste elle, son mari et quelques amis proches. Nous avons fait des jeux de société et mangé trop de fromage et fêté minuit avec du cidre au lieu du champagne. À 23h50, Chloé m'a prise à part. « Comment vas-tu vraiment ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. À l'appartement qui était vraiment le mien maintenant. À la carrière que j'avais reconstruite. Aux séances de thérapie où j'affrontais enfin la mort de mon père. Aux façons dont j'avais appris à faire confiance à nouveau, lentement et prudemment. Je vais bien, ai-je dit. Pas encore guéri. Pas encore passé au-dessus de tout. Mais je vais bien. C'est assez, a dit Chloé, c'est même plus qu'assez. À minuit, nous nous sommes embrassés et avons fait des vœux pour la nouvelle année. J'ai souhaité la paix, l'art, le genre d'amour qui ne demande pas de performance ou de mensonge. Je pensais à Antoine parfois, me demandant s'il avait jamais compris ce qu'il avait vraiment perdu. Pas l'argent ou le travail ou le statut social, bien que ces choses comptaient pour lui. Mais moi, la personne qu'il avait aimée sincèrement avant qu'il ne décide que la sincérité n'était pas suffisante. Je pensais à Léa aussi. Si elle avait appris quelque chose en regardant son plan parfait s'effondrer, si elle avait jamais reporté des saphirs sans penser à la femme qu'elle avait essayé de remplacer. Surtout, je pensais à moi-même. À la version de moi qui s'était assise à ce dîner de réveillon et avait souri malgré sa propre humiliation. Qui avait enregistré le moment de sa trahison publique non pas parce qu'elle voulait se venger, mais parce qu'elle voulait justice. J'avais gagné tout ce qu'un tribunal pouvait me donner. Mais la vraie victoire n'était pas l'appartement ou le règlement ou même la satisfaction de voir Antoine faire face aux conséquences. La vraie victoire était celle-ci. J'ai survécu. J'ai reconstruit. J'ai appris que j'étais assez forte pour être de l'acier enveloppé de soie, tout comme mon père me l'avait appris. Et quand minuit est arrivé et qu'une autre année a commencé, j'étais debout dans une pièce pleine de gens qui m'aimaient vraiment, tenant un verre de cidre, portant le bracelet de ma mère, et commençant enfin, à me sentir entière à nouveau. Cela valait bien plus que n'importe quelle vengeance. Cette histoire est un rappel puissant que la résilience est souvent la meilleure réponse à la trahison. Clara a su transformer une situation d'humiliation publique en un acte de libération personnelle. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont elle a utilisé le cadre même que son mari avait choisi pour sa chute afin de reprendre le contrôle de sa propre vie. La justice ne se trouve pas toujours uniquement dans les tribunaux, elle réside aussi dans la capacité à rester debout quand tout s'écroule. Antoine a perdu bien plus qu'une fortune ou une réputation, il a perdu la loyauté d'une femme forte qu'il a sous-estimée. C'est un récit qui résonne avec tous ceux qui ont dû un jour puiser dans leurs forces cachées pour affronter l'injustice. Qu'auriez-vous fait à la place de Clara si vous aviez découvert que votre conjoint avait falsifié votre signature pour voler vos biens et les offrir à une autre personne? Auriez-vous eu le sang-froid d'attendre le moment parfait pour agir ou auriez-vous réagi immédiatement? Partagez vos réflexions dans les commentaires.